Messieurs, dames, je vais faire l'appel pour cette séance du 2 juin. Daniel Bargue. Présent. Guylaine Barbaro. Présent. Loïc Duranton. Charline Coitrieux. Présente. Marie-Laure Auvray. Présent. Audrey Rénal. Présente. Patrick Mazy. Présent. Hassan Fadli. Présent. Evelyne Lavoie. Présente. Marcel Chassigneux. Présent. Céline Duboué. Frédéric Becker. Présent. Marilyn Bonneau. Présente. Frédéric Roland. Présent. Jean-Claude de Bernard. Oui, présent. Marilène Pelé. Excusez avec une procuration pour Laurence Meunier. Jean-Pierre Léal. Oui. Laurence Meunier. Présente. Merci. Alors, avant de commencer la séance et avant de passer à l'approbation, je souhaitais vous informer du départ prochain de notre secrétaire général pour une autre aventure professionnelle. Donc, je ne doute pas que nous aurons l'occasion de lui dire toute notre gratitude et le sens du service public qu'elle a eu pendant ces années de présence au sein de notre collectivité. Et je souhaitais vraiment dire à Myriam Di Benedetto que j'étais enchanté de travailler avec elle depuis 1 an, que nos relations ont toujours été très bonnes, et elles ont été toujours très bonnes avec l'ensemble des conseillers. Et au nom du conseil, je vous souhaite une heureuse suite professionnelle. Merci. Dans les collectivités qui auront la chance de vous accueillir en leur service. Merci. Merci Myriam. Et quand le coup départ, C'est pas fixé. Moi, j'applaudis pas comme c'est pas une bonne nouvelle. Bon. Alors, approbation du procès verbal de la séance. Donc, je vais me le passer du 13 avril. Voilà. Alors, donc vous l'avez reçu. Y a-t-il des remarques à formuler? Oui, monsieur Bernard. Je vous ai envoyé un amendement pour compléter mes propos concernant le budget. Voilà. Tout simplement, petit amendement. Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, elles ne sont pas contenues, c'est ce que j'avais dit. En plus, il est constaté un fort déséquilibre entre les dépenses et les recettes de fonctionnement de 180 000 €. Les dépenses étant supérieures aux recettes, donc je vais exprimer là-dessus. Voilà, donc je vous demande de prendre ça en compte, s'il vous plaît. Donc ce sera la dernière fois que je répondrai à votre question, à votre demande, à votre interrogation, en vertu du dernier conseil municipal. Je précise qu'il ne s'agit pas de dépenses de fonctionnement, je précise qu'il s'agit de prévision de dépenses de fonctionnement. Ça s'appelle un budget primitif. Il ne s'agit en aucun cas de l'évaluation d'une bonne gestion communale. La gestion communale, la gestion comptable se mesure avec un compte administratif, pas avec un budget primitif. De plus, pour information, le conseil municipal étant enregistré, tout citoyen a la possibilité de lui-même vérifier, ou en tout cas écouter, l'ensemble des propos qui sont tenus dans cette assemblée. Donc je ne prendrai pas en compte votre demande. Ensuite, je précise que le secrétaire de séance est donc qui c'est Audrey Rénal, donc qui prend bien note de ce qui a été rapporté par ma voix. Y a-t-il des remarques, d'autres remarques? Donc, qui s'oppose à cette délibération? Monsieur Bernard. Qui s'abstient? Donc, je considère que le procès verbal du 13 avril est adopté. Merci. Nous allons passer maintenant au vote du compte administratif.
de 2020. Donc je propose que je reprécise au préalable qu'il y a eu donc un élément particulièrement insignifiant de la procédure qui n'a pas été pris en compte dans le vote du compte administratif il y a quelques semaines. Donc pour éviter que une contestation ne soit faite, je souhaite vous mettre au vote à nouveau le compte administratif 2020. Voilà. Et donc je propose à l'Assemblée que Daniel Bargue soit président de séance. Y a-t-il des candidats pour la présidence de séance? Donc il n'y a pas. Monsieur le Maire, je peux faire une remarque, s'il vous plaît, avant de se lancer dans le vote. Donc là, on est en train de voter, on a revoté un compte administratif qui a déjà été voté le 22 mars. Alors, je suis désolé de vous le dire, M. Joignon, mais il y a un nouveau vice de procédure. Il y avait un premier vice de procédure, vous l'avez pas dit. Vous savez que le tribunal administratif vous a saisi le 21 mai pour un recours en contentieux. Madame la préfète également a fait un recours en annulation. Et il n'est pas possible de voter une délibération sur un sujet déjà voté précédemment. C'est la loi, parce que, tout simplement, vous devez prendre au préalable, parce que la délibération est un acte administratif juridique qui existe. Il faut la retirer. Donc, pour pouvoir voter le compte administratif de 2020, aujourd'hui, il faut retirer de la délibération qu'on a votée sur la même chose, le compte administratif 2020, le 22 mars. Vous devez prendre au préalable une délibération, donc ça va être un acte administratif de retrait d'approbation. Voilà, du CA 2020, considérant le recours à l'annulation de Madame la préfète et le contentieux du président, le recours contentieux du président du tribunal administratif qui vous a été adressé le 25 mai. Et c'est là que le conseil municipal décide de recourir à cette délibération, que soit affichée, et ça devient un acte officiel qui permet ensuite à voter l'autre délibération à nouvelle. Donc il peut y avoir deux délibérations en même temps, c'est pas possible. Parce que la délibération que vous avez votée le 22 mars, elle est toujours active. C'est un acte officiel, administratif, juridique, qui n'est pas retiré. Voilà. Donc, je vais après arrêter. Merci. J'avais dit à M. Bargue qu'il ne fallait pas voter la délibération sur 2020. J'avais expliqué pour quelles raisons, etc. M. Bargue, pourtant, qui est un ancien... On n'a pas à faire de commentaires, merci. Oui, non, mais il ne m'a pas suivi. Le résultat, c'est que là, vous êtes obligé de remonter parce que vous avez la préfecture et le tribunal administratif qui vous demandent de remettre de l'ordre. Alors, maintenant, merci Monsieur Bernard. Merci Monsieur Bernard. Donc, je remets au vote le compte administratif, je mets au vote cette délibération en suivant les recommandations de la préfecture qui m'a demandé, pour éviter qu'il y ait une contestation qui ne porte pas sur le fond et qui porte sur une partie insignifiante de la forme, de contestation, donc de votre part, vous vous en doutez. Donc, je précise que cette délibération que je mets au vote, que le président de séance va mettre au vote, annule la précédente de toute façon, comme ça a été convenu avec la préfecture. Voilà, à moins qu'il y ait une personne parmi l'assistance qui s'y oppose. Donc, je considère que ça sera consigné, que tout le monde est d'accord, que toute l'Assemblée est d'accord avec le vote à l'identique du compte administratif 2020 et qui, de fait, annule, la précédente. Donc, comme personne ne s'est manifesté pour demander la présidence de séance,
Je nomme donc Monsieur Daniel Bargue, président de séance pour cette délibération. Donc c'est l'adoption du compte administratif 2020. Et tout le monde a eu les documents en main. Ce sont les mêmes chiffres qu'à la séance du 22 mars. Plus fort. Non, c'est bon. Ah pardon. Voilà. Ils font état des dépenses et des recettes tant en fonctionnement qu'en investissement. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, j'ai des questions. Donc, on va continuer le débat, mais ça servira à rien, puisque donc moi j'avais des petits commentaires à faire. Les réponses qui m'avaient été données me paraissaient incomplètes. Sur le 011 6068, en matière de fourniture, les crédits ouverts, les crédits qui étaient prévus ouverts étaient de 0 euros, et nous avons mandaté, la commune a mandaté 3 660,97 €. Donc, je souhaiterais connaître à quoi correspond ces 3 660,97 € de façon précise. On prend note de vos remarques. Oui, Oui, mais vous les posez, mais oui, mais on vous répondra plus tard. je souhaite avoir la réponse. Donc, je note que je ne peux pas avoir la réponse. En vertu. Plus tard, car Non, il n'y a pas d'excuse publique. Tant qu'il n'y a pas d'excuse publique de votre part par rapport aux propos que vous avez tenus sur Monsieur le maire à un conseil municipal, on ne répondra pas à vos questions. Ensuite, sur le 011 62 47, ce sont des transports collectifs. Il avait été ouvert 20 000 €, Mandaï 0. Il y a déjà eu Donc, une ce réponse. n'est pas possible puisque les transports scolaires ont existé depuis le début de l'année 2020. Écoutez la vidéo. Donc, il y a forcément eu un engagement de principe auprès de la région. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez m'apporter des précisions sur ce sujet? Je vous propose de réécouter la vidéo du dernier conseil municipal qui avait lieu sur le budget. Mais ce n'est pas une réponse, monsieur C'est la mienne. le président. Très bien, très bien. Donc, je note. Notez, vous encombrez les dates. Ensuite, et alors pour certains, je vais les rassurer, j'arrêterai les questions sur le chapitre article. Vous aviez prévu la réparation de l'épareuse sur ce qui nous semble assez important, je crois 10 €, que les 10 €, ça me dit, j'ai pas vu la facture. Sur quel chapitre article ça a été imputé ça? Ça, c'était pas un Déjà été. Sur ce budget, ça a été impacté. Et les dépenses ont été impactées sur le budget actuel. Dépensé sur le budget de cette année. Pardon? Parce que la réparation a été faite tardivement, elle a été payée, pas sur 2020. C'est sur le budget de cette année, ça. Voilà, la réparation du tracteur. C'est ça. Les dépenses ont déjà été doublées. Donc, moi, ce que je constate, c'est que les chiffres ne représentent pas la réalité. Un compte administratif comme un budget, ça doit être sincère et vérifiable. Voilà, je vais terminer sur les commentaires sur les chapitres. Il y a d'autres remarques? On va pouvoir procéder au vote. Monsieur le maire va quitter la salle quelques secondes. Alors pour l'adoption du compte administratif 2020, qui est contre? Moi, je ne participerai pas au vote pour les raisons évoquées. Oui, très bien. On vous a assez entendu. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Monsieur le maire peut revenir. Oui, ça va. Pour moitié. Qu'est-ce qui nous fait chier avec ça? Merci. C'est grand la présidence, monsieur le maire. C'est bien la première fois qu'on vote un compte administratif en aussi peu de temps. Je vous remercie. Donc, rectification de l'affectation du résultat de l'exercice 2020. Donc, il y a eu une erreur matérielle dans l'affectation du résultat.
puisqu'il y a eu un souci technique sur le logiciel. Et donc, il y a eu un chiffre de 140 000 euros qui n'a pas été répercuté, de 104 000 euros, pardon, ce qui n'a pas été répercuté donc, sur l'exercice suivant. Donc, nous sommes amenés donc, à faire une modification, une rectification de l'affectation du résultat, comme cela peut se faire régulièrement. Donc, en l'occurrence, donc vous avez ici vous avez donc des chiffres donc, donc avec un excédent reporté donc de 403 000 euros 067. Est-ce que vous avez des remarques? Bien sûr que les remarques, M. Janot, parce que c'est pas une erreur matérielle. Sur la précédente délibération, les excédents reportés étaient de 537 198,80. Là, vous revenez sur une somme de 433,67 euros, c'est-à-dire qu'il y a 104 000 euros 51 qui disparaissent en rapport au fonctionnement. C'est quand même énorme. Donc c'est une délibération, c'est le même principe que l'autre, en droit administratif, c'est une délibération, vous devez voir une délibération de retrait. Celle-là aussi, elle a été contestée auprès du tribunal administratif et il y a une annulation qui avait été demandée. Donc il doit y avoir une délibération de retrait pour ensuite revoter celle-ci. Voilà, donc c'est plus qu'une rectification, c'est le constat d'une irrégularité supplémentaire dont vous devenez, M. Joindre, le spécialiste. Vous passez de 537 000 à 433 000, c'est ahurissant, on n'a jamais vu ça. Donc ça va avoir une incidence sur le budget prédictif 2021 que je n'ai pas voté pour cause. Voilà, toutes les fautes, nécessaires et véritables, la preuve est une nouvelle fois faite. Voilà, donc j'ai l'impression de vous cacher des choses, c'est ahurissant, 104 000 euros qui disparaissent d'un seul coup, je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer ça sur le budget. Bon, donc merci de votre remarque. Donc inutile de vous dire que, étant donné que vous ne croyez que les mirages, je ne répondrai d'autant pas à la moindre de vos questions, puisque votre comportement indigne lors du dernier conseil municipal ne justifie pas qu'un élu, et qui plus est d'un maire, prenne le temps de répondre à des attaques permanentes qui nuisent à la sérénité de notre Assemblée depuis un an. Donc, quoi que vous disiez, il n'y aura aucune réponse. Voilà. Je ne vous ai pas donné la parole, donc maintenant, on est aujourd'hui la transparence, je n'ai pas besoin de vous pour évaluer quand c'est transparent. Et puis, j'en resterai là par sens de la dignité républicaine. Ensuite, y a-t-il des remarques? Non, donc je mets au vote la délibération qui prend en compte donc, la délibération précédente. Donc, je ne vous ai rien demandé. Donc, qui s'oppose à la délibération? Qui s'abstient? Monsieur Léal. Et donc, je considère que la délibération est approuvée par l'Assemblée. Délibération relative, donc une décision modificative qui prend en compte l'affectation de résultats. Donc, cette erreur matérielle nous a permis, a été prise, doit être répercutée donc, sur le budget 2021 et qui a permis de... je tiens à souligner le travail qui a été fait par la commission école, qui a fait un gros travail ces dernières semaines pour évaluer, pour reprendre, pour réorganiser les plannings de nos agents et ainsi procéder à un certain nombre d'économies prévisionnelles sur le budget 2021. Je précise pour celles et ceux qui ne se rappellent pas qu'un budget prévisionnel, c'est un budget prévisionnel. Ça ne veut pas dire que ça va être dépensé. Donc, on a procédé à un certain
d'arbitrage sur un certain nombre de chapitres, donc les bâtiments publics, donc la voirie, le personnel titulaire, le personnel non titulaire en 64-13 et des dépenses imprévues pour pouvoir faire cet ajustement comptable. Voilà. Et qui ne nuira en rien du tout au bon fonctionnement de notre collectivité. Y a-t-il des questions? Des remarques, M. Levallois. Justement, vous dites que ça va pallier au bon fonctionnement de la collectivité. Moi, je m'interroge sur le chapitre 011. Il était prévu au budget 2021 13 200 €. Vous enlevez donc 10 000 €. Il reste plus que 3 200 €. Ça correspond à l'entretien des bâtiments. Et en 2020, il avait été dépensé 6 861 €. Lors du dernier conseil municipal, au devant du budget, vous avez fait un joli coupé sur les fuites que la municipalité de Bernard avait laissé les toits se dégrader, qu'il y avait des fuites partout, etc. Donc, je me demande ce que vous allez faire pour réparer les fuites avec 3 200 €. Ensuite, en voirie, il était prévu 10 000 €. Vous en avez 10 000, il reste 10 000. En 2020, la municipalité a mis 29 000 € dans les routes qui sont dégradées, on le sait, dans les villes partout. Alors, à 10 000 €, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Ensuite, 022, 022, je reviendrai. Ensuite, c'est le personnel. Vous enlevez un agent, 35 131 €, donc je ne comprends plus rien. Vous allez peut-être m'expliquer quel agent qui devait être embauché ne sera pas. Par contre, ça ce sont les salaires, mais les charges qui correspondent ne sont pas elles, par logique enlevées. Et puis ensuite, sur le 022, là c'est la réserve de sécurité, on avait prévu 55 410 €, vous enlevez 45 000 €, il reste plus que 10 000 € sur les imprévus, ce qui est quand même un peu risqué. Voilà. Eh bien, je vous remercie de vos commentaires et je vous laisse à votre interrogation. Ensuite, je termine. Je vous redemanderai la parole après. Je terminerai. Merci, Monsieur Bernard. Je termine et je vous redonnerai la parole ensuite. Je vous remercie. Merci. Je tiens à remercier ici la gestion des services techniques qui, avec peu, ont fait beaucoup et qui justifient que nous sommes aujourd'hui très libres de procéder à une réduction des crédits sur ce chapitre-là, bâtiments publics et voirie. Ça s'appelle savoir travailler. Je rappelle non plus que c'est bien la première fois depuis 2020, qu'il y a des dépenses, qu'il y a une ligne pour les dépenses imprévues. Je ne commenterai pas plus les commentaires qui n'ont d'autre intérêt que de satisfaire votre capacité à chercher des poils sur les œufs. Merci. Je vous donne la parole. Oui, les dépenses imprévues, elles existent depuis 2014. Avec moi, il y a rien sous les toujours. Je signerai après. Je veux dire par ces chiffres-là que vous venez d'annoncer, on a une décision modificative. Mais comment peut-on vérifier si la décision modificative respecte le principe de l'égalité budgétaire en application d'un article qui vous est imposé, c'est l'article 16 du 4 du Code, afin de bien s'assurer de l'équilibre du budget dépenses recettes que nous avons voté. Tout a été chamboulé. On n'a aucun élément dans la délibération qui montre où on en est sur l'équilibre, justement, parce que on n'est pas obligé de le faire dans une décision modificative, quand elle est ordinaire, je dirais, mais quand elle concerne le compte administratif, vous êtes obligé de prendre une délibération budgétaire de reprise des résultats, intégrant les modifications. Ça aurait pu apparaître sur cette délibération, on aurait su où on en est. Donc, on est sur un budget 2021 que j'étais le seul à n'avoir voté qui était faux. Voilà. Vous venez de le démontrer. Alors là, on ne peut pas faire mieux en matière de démonstration. Il était faux de 104 000 €. Donc, il faut une délibération claire et celle-là n'est pas claire. Bon, mais je comprends mieux
la situation que nous avons trouvée il y a quelques mois. Je précise que l'équilibre budgétaire a été validé par la trésorerie. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Très bien, je mets au vote. Qui s'oppose à la délibération? Monsieur Bernard. Qui s'abstient? Merci. La délibération est approuvée. Rectification d'erreur matérielle du coefficient directeur d'équilibrage des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021. Donc, il y a une coquille qui s'est glissée dans la délibération du 13 avril dernier portant sur le coefficient correcteur d'équilibrage et qui convient de délibérer pour le rectifier. Il s'agit d'une erreur matérielle de retranscription du coefficient, mais qui n'impacte pas le résultat sur le produit attendu. Le coefficient correcteur doit être de 1.010979 et non de 1.010714. Donc, il s'agit simplement de proposer de rectifier le coefficient correcteur de 1.0979 pour les taux et le produit fiscal attendu suivant. Taxe foncière 32,19, taxe foncière non bâtie 46,89. Donc les taux ne bougent pas. Je précise de suite que c'est par souci d'être pédagogue que nous avons fait, que j'ai fait le choix de positionner, d'expliquer ce qu'était le coefficient correcteur d'équilibrage. Je n'avais aucune obligation en tant que maire de spécifier dans la délibération le coefficient correcteur, mais parce que c'était dans la délibération et qu'il y a eu un fichier qui a mal circulé entre la trésorerie et la mairie, qu'il y a eu ce 10 millième de différence. Bon. Autrement dit, toute remarque qui viendrait contredire cette délibération ne ferait que pchit. Donc le produit fiscal attendu est toujours de 403 106 €. Y a-t-il des remarques? On est encore dans la diligence, c'est le dire. Vous signez des documents, des erreurs sur les impôts. Ça fait 4 délibérations qui sont toutes là. C'est la totale. On a jamais vu ça. Madame Meunier, vous avez... Je dis que ça arrive, enfin ça nous est déjà arrivé à l'époque où nous étions en mairie d'avoir des rectificatifs à faire sur les chiffres, enfin... sur le budget... sur le budget, des rectificatifs et personne à ce moment-là ne mettait en doute l'intégrité des uns et des autres. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Meunier. Je donne la parole. Je vous remercie Laurence de préciser cela. Vous remettez les choses à leur place. Il n'en demeure pas moins que je vous rappelle que nous sommes dans une situation en 2021 où il y en a une modification de la fiscalité qui est particulièrement complexe à mettre en œuvre pour toutes les collectivités, puisque nous n'avons eu les coefficients, tout l'arsenal arithmétique pour calculer les taux que 3 semaines avant le vote du budget. Donc, c'est une donnée à prendre en compte. Et je préciserai aussi le climat délétère véhiculé au sein de notre Assemblée par des attaques malsaines de la part de l'un d'entre nous. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas de remarques, je mets au vote la délibération. Qui s'oppose à la délibération? Qui s'abstient? La délibération est approuvée. Je vous remercie. Convention relative à l'ouverture d'une antenne de vaccination sur le site de Rions. Donc, comme vous le savez, une antenne de vaccination a été mise en place dans la salle polyvalente de notre commune pour répondre aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Une convention donc a été signée entre le centre hospitalier Sud-Gironde, la communauté de communes Convergence Garonne et la commune de Rions. Enfin, cette convention doit être signée. Elle définit les conditions du partenariat et notamment le niveau de prise en charge des dépenses réalisées notamment par notre commune dans le cadre de
de ce centre de vaccination. Donc, c'est par la présente, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention entre le centre hospitalier du Sud-Gironde, la communauté de communes Convergence Garonne, voilà, donc, et la commune pour pouvoir mettre en œuvre tout le processus administratif et financier qui permettront de prendre en charge, d'être remboursés des dépenses que nous avons effectuées dans le cadre de ce centre de vaccination. Voilà. Donc vous avez ici un certain nombre de dépenses qui ont été identifiées sur l'annexe qui vous a été envoyée, avec la signalétique, les repas sur un plafonnement à 4,25 €, l'alarme, puisque nous avons mis la salle des fêtes sous alarme. Je précise que la salle de Nogaro à Langon a subi des dommages à plusieurs reprises du vandalisme suite à des tentatives de l'intrusion. Donc c'était important que nous mettions en place une alarme, un pont Wi-Fi entre la mairie et la salle des fêtes. Voilà les dépenses qui seront prises en charge par le centre hospitalier. Avez-vous des remarques? Donc pas de remarques. Très bien. Qui s'oppose à la délibération? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Création d'un dispositif d'aide à la restauration des façades. Comme le public est ici présent, je prends le temps d'expliquer, de lire la délibération. Considérant la volonté municipale de soutenir les opérations de restauration de façades, ainsi que la pose ou la restauration de menuiseries en bois pour les immeubles datant d'avant 1950 situés dans le périmètre P1 de la ZPP AUP. La zone P1, c'est le cœur de bourg. Ou donnant immédiatement sur les Lys ou sur la rue Albert Dufour, dans l'objectif de contribuer à l'embellissement de la ville. Considérant la volonté municipale de soutenir l'économie locale ainsi que les entreprises et artisans qualifiés. Considérant que ce dispositif concerne tout propriétaire d'une échoppe ou d'un immeuble datant d'avant 1950, situé dans le périmètre P1 de la ZPPAUP ou dont l'une des façades donne immédiatement sur les Lys, sur les fossés, ou sur la rue Albert Dufour, qu'il agisse en tant que personne physique ou morale. Considérant que pour les propriétaires bailleurs, une vérification systématique du respect du règlement sanitaire départemental sera effectuée sous forme de contrôle, conditionnant ainsi l'attribution de la subvention. Considérant le dispositif sauvegarde des villages anciens créé par le Conseil départemental de la Gironde, qui vise à accompagner financièrement les associations et les propriétaires privés qui restaurent, dans le respect des préconisations techniques, un immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre défini village ancien. Considérant que le périmètre du dispositif sauvegarde des villages anciens comprend 19 communes du département dont Rions. Considérant que ce dispositif permet, au travers de l'attribution d'une subvention du conseil départemental, la sauvegarde et la mise en valeur des patrimoines bâtis anciens dans les villages ou parties de villages classés villages anciens par les propriétaires privés. Considérant que pour être éligible à ce dispositif, le bâtiment doit présenter une qualité ou un intérêt architectural et s'intégrer dans son environnement urbain et paysager. Considérant que pour les propriétaires privés, l'aide prévue par ce dispositif est réservée aux habitations principales ou occupées à l'année et accordée sous conditions de revenus selon 4 niveaux d'intervention, allant de 10% à 35%. L'aide départementale est calculée sur le coût TTC et elle est plafonnée à 5 000 €. Considérant que les dépenses éligibles au dispositif départemental sont les travaux de ravalement de façade, la réfection de ferronnerie, de menuiserie et les peintures extérieures d'immeubles destinées à l'habitation en permanence. Considérant que cette aide ne peut être délivrée que dans le cadre d'une participation communale, donc la proposition que je vous fais, c'est que le conseil municipal décide la création d'un dispositif d'aide à la restauration de façades, ainsi qu'à la pose et restauration de menuiseries en bois pour l'année 2021, définie de la sorte. La subvention de 10% du montant alloué par le conseil départemental de la Gironde, soit 500 € par opération. Chaque habitation ne peut bénéficier annuellement que d'une seule aide communale.
que le conseil municipal approuve les critères d'attribution des subventions définis ci-dessus et le règlement d'intervention correspondant, que le conseil municipal accepte l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les bénéficiaires des aides le temps des travaux, et autorise le versement des subventions accordées en fonction des critères décrits ci-dessus sur production des factures acquittées par le maître d'ouvrage pour les travaux qui auront été préalablement autorisés par arrêté municipal, pour lesquels un accord de principe de versement de la subvention aura été établi et pour lesquels le contrôle de la bonne exécution aura été effectué par agent assermenté, et que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget des exercices considérés, ce qui est le cas puisque la somme a été effectivement votée, les 5 000 € ont été votés lors du budget, et autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce relative à ce dossier. Ce dispositif, il faut que je le précise, a été mis en œuvre en 2019. Il est opérationnel depuis 2019. Et ce dispositif va être activé pour la première fois en 2021. Donc, il est important de pouvoir identifier les subventions existantes qui peuvent aider les propriétaires à restaurer les façades de notre village que l'on souhaite tous, a priori, valoriser. Que les choses soient claires aussi, ce dispositif, en votant cette délibération, les propriétaires pourront alors accéder à l'aide départementale. Sans délibération du conseil municipal, les propriétaires ne peuvent pas accéder à cette aide départementale. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. Pourquoi c'est limité uniquement à la ZPP et pas à la commune? Parce que c'est le dispositif du département. C'est le département qui a délimité le dispositif sur les ZPP AUP. Voilà. Donc nous, on ne fait que suivre le mouvement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Et quelle est ça va avoir une incidence sur le budget? Ça aussi. Quelle est la valeur que ça va représenter pour la commune de chaque année? Je l'ai dit, donc je le redis pour vous, c'est 5 000 € qui ont été provisionnés sur le budget primitif communal. Vous avez voté, voilà, vous étiez présent quand on a présenté le budget et ça a été provisionné, donc voilà. De la même façon qu'on fait une route, c'est pareil. Cherchez les poils. Alors, y a-t-il d'autres questions ou en tout cas des remarques pertinentes? Donc, pas de remarques, je vous remercie. Donc, je mets au vote la délibération. Qui s'oppose à la délibération? Qui s'abstient? Merci, je vous remercie de votre confiance. Nous allons passer désormais donc à la délibération relative au transfert de compétences mobilité à la communauté de communes. Vous avez été destinataire d'une synthèse, d'une présentation qui a été donnée à tous les élus communautaires donc en fin mars lors du vote de la communauté de communes sur la prise de compétences. Donc je ne vais pas. Ce que je vous propose, c'est de ne pas faire de la paraphrase de ce qui a été écrit, puisque vous l'avez lu, a priori. Ce que je vous propose, c'est de recontextualiser les enjeux, les grandes lignes forces de cette délibération, et ensuite que vous fassiez remonter toutes vos questions que vous pourriez avoir. Et je l'accorde, c'est une question complexe. Voilà. D'accord ? Alors, tout d'abord, pourquoi les mobilités ? La société change. Avant, on parlait de transport il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on se déplace de plus en plus de différents moyens. À pied, en vélo, en trottinette, vrais enjeux, en quad,
On se déplace de plus en plus, on a aussi des contraintes de plus en plus lourdes pour aller sur notre lieu de travail. Et l'État a pris une décision il y a quelques années pour créer en fait une compétence autorité organisatrice de mobilité et demander aux communautés de communes, pour leur demander si elles voulaient prendre cette compétence ou pas. Jusqu'alors, les transports étaient sous la compétence du département pour partie, puis l'ensemble est passé à la région. Mais désormais, voilà, l'État dit, vous, communauté de communes, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez prendre cette compétence ou pas? Et donc, certaines communautés de communes ont travaillé très tôt le sujet dès 2017, d'autres ont mis un petit peu de temps, comme la nôtre. Donc, j'ai été mandaté par la communauté de communes pour travailler avec l'un de mes collègues sur l'analyse de cette compétence afin d'éclairer les élus communautaires sur cette prise de décision. Donc un travail qui a été rendu possible par l'étude qui avait été pilotée par le pôle territorial, qui avait été demandée par le pôle territorial au cabinet ITER, qui nous a beaucoup éclairé sur le sujet, et je dois vous dire que nous avons navigué à vue, puisque la région ne souhaitait pas, a tout fait pour que nous ne prenions pas cette compétence. Et donc, la région a voté un règlement d'intervention le 10 mars 2021. Donc, quelques jours avant le vote, puisque nous devions voter au 31 mars 2021. Donc, on a vraiment navigué à vue. Alors, ce que le cabinet ITER a proposé, c'est de travailler selon 3 scénarios. Prise de compétence, pas de prise de compétence, prise de compétence par la communauté de communes et prise de compétence et transfert de la compétence au pôle territorial. Est-ce que vous me suivez? C'est compliqué, si vous avez quelque chose, un acronyme ou un concept que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas, c'est le lieu du débat. Ensuite, pour évaluer ces 3 compétences, il y a eu un critère qui a été identifié, c'est un niveau médian d'investissement qui a été élaboré à partir d'enjeux principaux. C'est prioriser le rabattement des actifs vers les gares et vers l'autoroute. Parce qu'on sait tous que, par exemple, la D10 ou la 113, comme à partir de Castres, c'est souvent engorgé à certaines heures, le matin et le soir. Donc, quand on habite à Escoussan, quand on habite à Rions, quand on habite à Budeuse, comment on fait en sorte que les actifs puissent prendre le train? On a aussi une amélioration de l'utilisation du réseau routier qui est à travailler. Et ensuite, c'est de mieux desservir les villages sur la rive droite. Il s'agit aussi d'accroître, de conforter la polarité des villes-centres, Langon, Serrons, Cadillac et Podensac, L'Aréole et Bazas. De favoriser les déplacements de proximité au cœur des principales polarités urbaines, mais aussi entre ces polarités. Aujourd'hui, on a un usage du vélo qui se développe beaucoup sur nos territoires. Et puis, c'est de renforcer l'offre de transport et de mobilité à destination des publics vulnérables. Comment fait-on quand on n'a pas de voiture pour se déplacer et aller par exemple, à la CAF, aux impôts, au Pôle emploi? Alors, cette réflexion s'inscrit dans un contexte où la métropole est en train de changer sa façon de concevoir sa relation avec les territoires périurbains. Et la métropole souhaite beaucoup plus être dans une relation de collaboration, de coopération, qu'elle ne l'était précédemment. Et cela va avoir un impact très important, notamment dans la perspective de la création d'un RER métropolitain qui ira d'Agen-Marmande jusqu'à Bordeaux d'ici quelques années. Je ne vais pas faire de paraphrase, simplement vous avez un certain nombre d'éléments dans le document qui précisent, notamment sur la page numéro 6, donc les différents scénarios, s'il y avait le scénario médian,
qui serait de développer sur le territoire du pôle territorial une ligne de transport en commun régulier entre Sauveterre et Langon, entre Bazas et Langon, notamment parce qu'à Bazas, il y a la question, il y a un hôpital, il y a un collège, un lycée. Il y a ensuite, dans ce scénario, c'est qui est juste pour une hypothèse, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais pour comparer les scénarios, il faut avoir le même critère. Donc de mettre en place un second corridor de transport en commun entre Bordeaux et la métropole, entre Bordeaux et Langon, et développer une ligne de covoiturage en appui des réseaux d'air de covoiturage existantes, réviser le transport à la demande, et puis engager un plan vélo. Alors, je ne préciserai pas ici, je ne reviendrai pas sur toutes les évaluations financières, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si on ne prend pas la compétence mobilité, si la communauté de communes ne prend pas cette compétence, la communauté de communes n'a pas accès à la table des décideurs. La région garde alors la totalité de la compétence. Et donc, la région va décider pour nous, territoires qui ne sont pas AOM, qui n'ont pas pris cette compétence, la région va décider pour nous de ce qui est bon pour nous. Alors, la région, pour financer les investissements qu'elle pourrait faire, va prélever le versement mobilité additionnel, qui est plafonné à 0,5% du chiffre d'affaires des entreprises de plus de 11 salariés. Ce qui veut dire, il y a une évaluation financière qui a été faite, on est environ à près de 490 000 euros de prélevables par la région sur les entreprises de notre communauté de communes. Alors, la région garderait quoi en l'occurrence? Elle garderait le transport régulier, le bus, le 501 pour ce qui nous concerne. Elle garderait le transport scolaire. Elle garderait le système actuel de transport à la demande. Et elle pourrait, et c'est elle qui aura compétence sur les voies douces. D'accord ? Donc ça, c'est le scénario de non-prise de compétence. Si la communauté de communes prend la compétence. Il y a donc la communauté de communes décide de ce qu'elle souhaite des enjeux stratégiques et des investissements qu'elle considère comme pertinents de faire. Et donc, pour mener ces investissements, donc là, elle décide elle-même et elle va à la table des décideurs. Et quand on dit les décideurs, c'est à la table du syndicat Mobilité Aquitaine, qui vient d'être créé. Donc et donc parce qu'on est à la table des décideurs, on est en situation on est en capacité de négociation avec avec les communautés de communes alentours et la métropole et la région. Quel poids on représente face à la région? On est dans la salle, on n'est pas hors de la salle. La deuxième chose, c'est que si on prend la compétence ça veut dire que la région, clairement, va se dessaisir d'offres de services qu'elle a aujourd'hui. Donc, immédiatement, c'est le transport à la demande qui va en pâtir, puisque aujourd'hui, la région prend en charge 60% du déficit d'exploitation du transport à la demande sur la communauté de communes. Le transport à la demande, aujourd'hui, il fonctionne très bien sur le territoire, mais on ne peut pas le développer plus, puisqu'un Rionnais qui veut aller payer ses impôts à Langon, ou en tout cas veut aller à la CAF, par exemple, ne peut pas bénéficier du transport à la demande. Parce que le transport à la demande est circonscrit aux limites administratives de la communauté de communes. Donc là, il y a une évaluation financière, c'est 30 000 euros que la région ne prend pas en charge et qui passera sur le budget intercommunal. En revanche, donc on a le transport régulier le transport régulier entre territoires régionaux ne basculera pas aux communautés de communes.
sauf si les communautés de communes le demandent. Par exemple, le 501 ne va pas passer à la communauté de communes. Ça sera régional, sauf si la communauté de communes le demande. Prenons notre exemple, on a la question aussi du transport ferroviaire. La région, elle, aura la compétence sur la ligne, sur le rail et sur le transport ferroviaire. Mais si on veut créer un pôle multimodal sur la gare de Séronce, par exemple, puisque vous allez à la gare de Séronce parfois, le matin et le soir. Alors moi, je voulais en venir à ça dans tous ces scénarios-là. Il est une fois de plus, parce qu'on en a déjà souvent parlé à la CDC, pas question de rejoindre les deux rives. Enfin, c'est très difficile de ce côté, parce qu'on entend parler du développement d'Alsace, Langon, etc. Mais ne serait-ce que pour nous, de ce côté de la Garonne, pour aller du côté de Podensac ou Séronce, prendre le train, on n'a pas forcément ni patinette, ni vélo, ni etc. Tout à fait. Et on peut déjà même pas aller de l'autre côté. Tout à fait. C'est quand même... Tout à fait. Complètement d'accord. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, si tu veux, on va y revenir sur notamment les voies douces, les transports réguliers. Parce que l'enfer se cache dans le détail à certains moments, mais des fois, voilà, il faut être précis et factuel. Et que tout soit dit. Aujourd'hui, donc, si on veut créer un pôle multimodal sur la gare de Séronce, si on prend la compétence, ça sera la communauté de communes qui prendra en charge le financement de cette infrastructure, avec des cofinancements. Mais tout ce qui est du RER métropolitain, c'est la région qui gardera la compétence. Ce n'est pas la communauté de communes qui paiera. Si on veut créer un R+1, un parking sur du R+1 à Séronce, ça sera la communauté de communes avec des cofinancements. Voilà. Ensuite, il y a, comme tu le dis, la question des voies douces, entre autres. La voie douce, imaginons que on veuille maintenant faire cette fameuse voie douce entre l'Estiac et Sainte-Croix-du-Mont. Si on prend la compétence, la communauté de communes, c'est elle qui finance son projet. Alors, elle finance comment? Et je vais montrer les limites aussi et les avantages. Et d'autres avantages. Si la communauté de communes prend la compétence, elle pourra prélever jusqu'à 0,8% du chiffre d'affaires des entreprises de plus de 11 salariés, qui fait monter à peu près de l'ordre de 800 000 euros. Mais ce taux est modulable. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller au plafond immédiatement pour financer cette offre de service local. Il y a ensuite, la loi est très claire. Elle dit ensuite, si vous voulez financer une infrastructure, alors que vous êtes compétente, vous avez pris cette compétence, si vous voulez lever le versement mobilité, alors le versement mobilité additionnelle, c'est quand la région prélève sur les entreprises. Le versement mobilité simple, c'est la communauté de communes qui prélève. Le versement mobilité ne peut être prélevé que si on met en place un transport régulier. Un transport régulier, c'est quoi? C'est un transport avec des horaires publiés à l'avance. D'accord? C'est pas le taxi, c'est pas l'Uber, etc. C'est pas à la demande. Transport régulier. C'est un nouveau transport régulier sur le territoire. Donc, si on veut créer une piste cyclable, il nous faut du financement. On ne pourra le faire que s'il y a, pour prélever, si on veut prélever une taxe pour financer cela, mais on ne pourra le faire avant que si on crée un transport régulier. Ça veut dire que si on prend la compétence, l'enjeu principal, l'objectif principal, c'est de dire si on veut développer la mobilité sur le territoire, c'est de développer un nouveau service de transport régulier sur le territoire. Et pas la voie douce. C'est pas la piste cyclable. Ah non, parce que la voie douce, de toute façon, encore une fois, elle ne concerne qu'un seul côté. Mais on peut avoir les voies douces, et justement, comme tu le disais, Laurence, se pose sur notre territoire le passage des ponts. Les ponts sont dangereux, à pied, en vélo, parfois même en voiture aussi, et c'est un enjeu. Mais la région, si on veut que la région finance, il faut être
il faut être à la table. Voilà. Oui, mais enfin, bon, Voilà. encore faut-il être sûr qu'on en parle à relier ces deux rives, parce que même à pied, la traversée des Vosges en Argent, Alors, c'est très long. effectivement, je pense que vous parlez aussi régulièrement avec des Rionnais, et notamment des nouveaux aussi, qui viennent s'installer ici, parce que la gare n'est pas loin, parce que l'autoroute n'est pas loin. Et certains aimeraient prendre le vélo aussi, certains pour aller à la gare. Donc, l'un des enjeux, alors sur les 2 prochaines années, si on prend la compétence, c'est de faire un diagnostic des besoins sur notre territoire. C'est l'enjeu, la priorité. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sait, c'est pas parce qu'il y a de beaux tableaux, etc., qu'on sait ce que c'est. Et les entreprises ont été associées à la réflexion, notamment le club d'entreprise des Deux-Rives a été associé à la réflexion. Ils sont particulièrement ravis de voir qu'il y a eu cette prise de compétence. Le club des entreprises sera vigilante pour évaluer si le prélèvement fait sur les entreprises sera efficient pour les entreprises, ce qui est normal. Ensuite, la question du transport scolaire. Est-ce que la prise de compétence fait que le transport scolaire basculera aux communautés de communes? Non. La région a essayé de le mettre, d'y aller au bluff. Non. Là, sauf si la communauté de communes souhaite prendre la compétence du transport scolaire, le service. Mais pour l'heure, le transport scolaire reste de la compétence régionale, puisque le transport scolaire dessert très souvent les lycées, les collèges, qui sont maintenant sous la responsabilité, le transport est sous la responsabilité de la région, et pour nous, sur la commune, on a donc le service régional, est assuré par la région, et ça ne va pas retomber sur la responsabilité communale. Troisième scénario, prise de compétence par la communauté de communes et transfert de la compétence au pôle territorial. Et c'est là où ça peut devenir intéressant. Si on met en place un transport régulier, il faut gérer ce transport régulier. Mais imaginons que chaque communauté de communes a son transport régulier. Financièrement, c'est intenable. Donc il vaut mieux mutualiser la gestion d'un transport régulier à l'échelle du pôle territorial, concevoir des lignes de transport régulier cohérentes, qu'il y ait le maximum d'usagers, pour que le service que ça fasse opération blanche. Voilà. Qu'il n'y ait pas de zone mise de côté. Exactement. Non. Parce que c'est là le danger un peu quand même. Donc aujourd'hui, la communauté de communes a pris cette compétence. Bazas a pris la compétence, celle de La Réole a pris la compétence, et Langon a pris la compétence, et Montesquieu a pris la compétence. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de nous positionner sur la prise de compétence au niveau commune, enfin si on est d'accord ou pas avec cette prise de compétence, si on la transfère à la communauté de communes, si on dit à la communauté de communes, on reconnaît la communauté de communes est compétente. Il faut pour cela qu'il y ait 2/3 des communes et 50% de la population, ou 50% des communes et 2/3 de la population qui votent cette délibération. Ensuite, et pour terminer, en termes de coût global, sur le scénario médian qui a été proposé, il y a une évaluation financière qui a été faite. Le delta est de 300 000 euros. Mais entre 300 000 euros, être à la table, ne pas être à la table et pleurnicher pour avoir des subventions, parce qu'il ne faut pas croire, la région va mettre de l'argent là où ça lui coûte le moins cher. Oui. Et être à la table et de dire, nous, pour notre territoire et nos actifs, et notre population, qu'elle soit active ou pas, elle a besoin de se déplacer le plus facilement possible. Voilà. Donc le choix a été fait de dire, voilà, on sait que sur même projet, il valait mieux il valait mieux prendre la compétence que de ne pas la prendre. Voilà. En fait, il faut être présent tant
Mais le train est en marche. Notre destin dépend de notre capacité à concevoir de la coopération sur la mobilité avec les territoires alentours. C'est-à-dire qu'on est condamné à bien s'entendre quand même avec la région, parce que c'est plus facile pour elle, si elle gère tout, c'est quand même plus facile pour elle, mais elle va décider à notre place. Mais nous, il ne faut surtout pas y aller pour que ce soit... Si on y va pour mettre le bazar, ça va ralentir, ça va être compliqué. Donc il faut le faire ensemble, parce que notre avis est capital. Mais il faut... Il faut qu'il y ait... Oui, voilà. Mais il faut qu'il y ait l'envie tous les deux de... Marie-Laure ? Est-ce qu'il y a des CDC qui n'ont pas pris la compétence? Oui, alors celle qu'il y a au Sauveterre et Créon. Et comme par hasard, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'axe majeur qui font que, et puis ce sont des communes, des communautés de communes dont le taux, dont la capacité de versement mobilité est très faible. Vous avez vu là, sur la versement mobilité additionnelle, par exemple page 11, les communes rurales d'Entre-deux-Mers, Sauveterre, elles ne lèveraient que 34 000 euros. Convergence Garonne, 430 000 euros. Tout simplement parce que le tissu économique n'est pas du tout le même. Créon n'a pas pris la compétence parce qu'ils n'ont pas d'entreprise, ou très peu, de plus de 11 salariés. Donc à quoi bon chercher à prendre la compétence quand on sait qu'on ne pourra pas la financer? Il vaut mieux se mettre sous le... Voilà, c'est leur choix. Mais eux, ils n'ont pas de train. Et nous, le train ici, il est fondamental pour desservir notre commune. Et l'autoroute. Des remarques? Des questions? Si jamais donc on donne la compétence, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Est-ce qu'on va être tout de suite actif, puisque tu évoquais tout à l'heure, qu'il y avait peut-être un délai d'analyse de 2 ans. Il ne faut pas que ce soit en même temps 2 ans perdus, parce que si la région, elle connaît déjà le sujet, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, elle va décider sans prendre notre avis. Donc ces 2 années d'études, il ne faut pas que ce soit complètement du temps perdu non plus. Pour l'instant, on prend la compétence, il faut que... Cette prise une fois que, imaginons au 1er juillet, la prise de compétence est validée par la communauté de communes. Donc il y a le transport à la demande donc, qui est complètement pris en charge par la communauté de communes. Et pendant 2 ans, c'est un temps de diagnostic des besoins. C'est un vrai travail qu'il va falloir faire avec les habitants, avec les entreprises, voilà, avec tous les administrations aussi, hein, je pense social, l'hôpital, voilà, tous les services pour comprendre quels sont les besoins et la typologie du mode de déplacement que l'on souhaite, qu'il nous faudrait promouvoir pour répondre aux enjeux, mais sachant que si on veut financer la mobilité, il faut en premier lieu créer un transport régulier. Et on va de toute façon travailler, si on prend cette compétence, travailler dans le cadre, enfin, on va commencer à travailler de façon assez intense avec les autres communautés de communes du pôle territorial, voilà, pour apprendre à comprendre les enjeux des uns et des autres. Je prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment s'il ne faut pas une seconde gare sur le territoire. Une gare bien aménagée. On a Portet, mais qui est souvent saturé. Arbanats, Virelade. Ok, mais derrière, il y a le projet de RER métropolitain. Ça va être une bagarre aussi avec la métropole et la SNCF et la région. Voilà. Et aujourd'hui, Sérons, clairement, est engorgé de véhicules. Et donc, c'est comment, à défaut de continuer d'envoyer des voitures stationnées n'importe comment à Sérons, est-ce qu'il y a un service de bus, comment il fonctionne, pour qui, quel modèle économique. Voilà. Bon, alors ça, c'est encore une autre... Ouais. Le service de bac, ça peut se faire? C'est rentrera dans la compétence. Oh, oui. Mais ça se fait sur Bordeaux. Il y en a un sur Bordeaux, mais Ça c'est se vrai fait que sur Bordeaux. nous, pour passer sur l'autre ville, On a déjà la maison du passeur, c'est ça peut être intéressant d'aller un peu dans ce sac. Même à Bordeaux, c'est vachement pratique. Hein, Moi, je prends la navette.
C'est bien, hein, Ça avait été étudié, vous l'apprendre, Alors, Oui, je l'apprends. Ah ouais, j'adore ça. alors, est-ce qu'il y a des remarques, d'autres remarques, des zones difficiles à comprendre? Je reconnais, c'est complexe, le sujet. Est-ce que c'est vraiment des nouveaux trajets qu'il faut avec ordre régulier? On ne peut pas améliorer, allonger, Non. compléter un existant qui nous oblige à créer. Après, ça pourra faire partie d'une négociation, parce que la région y réfléchit depuis quelques mois, certaines communautés de communes aussi. À un moment donné, dans la négociation, l'art de la négociation, c'est de bâtir un compromis. Donc peut-être qu'il y aura du mou qui sera donné par les uns et les autres. Et ça va peut-être aller aussi dans de moins en moins de voitures. Dans ce sens-là, peut-être aussi. Ouais. De toute façon, à Bordeaux, il faut savoir aussi que la vignette critère va être mise en place. Aussi. Donc, il faudra se méfier que si on veut aller dans Bordeaux avec une vieille voiture. Pas de vieille bagnole. Comment c'est beau bien. Alors, avez-vous, donc si vous n'avez pas d'autres remarques, d'autres questions, donc je mets au vote cette délibération, qui est donc celle qui vous a été, que je vous ai lue, donc qui est destinée à approuver le transfert à la communauté de communes de la compétence mobilité, tout simplement, voilà, au titre de l'organisation de la mobilité au sens de l'article L 1231-1 du Code des transports. Donc je mets au vote qui s'oppose à la prise au transfert de compétences à la communauté de communes. Qui s'abstient? Donc je vous remercie de votre confiance. La délibération est adoptée. Alors, nous ne passons pas maintenant à une délibération, mais à un débat. Ce débat, donc, je vais... Donc il n'y aura pas de vote. Le PADD donc, que Loïc va vous présenter est un point d'étape important de l'élaboration du PLUI. Et pour rentrer dans le calendrier et éviter qu'il y ait des recours excessifs qui pourraient retarder la mise en œuvre du PLUI, donc nous avons fait le choix au niveau communautaire de faire descendre le PADD vers les communes pour qu'elles puissent se positionner par rapport aux orientations. Donc je vais lire un document et je donnerai la parole ensuite à Loïc qui vous présentera le projet. Donc par délibération en date du 28 juin 2017, le Conseil communautaire a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et a précisé les objectifs poursuivis et défini les modalités de concertation complétées par la délibération modificative du 26 septembre 2018. L'article L151.2 du Code de l'urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Selon l'article L151.5 du Code de l'urbanisme, le PADD définit les orientations générales d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et des loisirs retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. En outre, le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Conformément à l'article L153.12 du Code de l'urbanisme, un débat sur les orientations générales du projet de PADD du futur PLUI doit avoir lieu au sein de chaque conseil municipal d'une commune membre d'un EPCI. Une communauté de communes, c'est un EPCI. D'un EPCI compétent en matière de PLUI, ainsi qu'au sein du conseil communautaire de cet EPCI, et ce au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de PLUI. Ce débat ne fait pas l'objet d'un vote. La présente communication au conseil municipal doit donc permettre à l'ensemble des conseillers municipaux de prendre connaissance et de débattre des orientations générales proposées
pour le nouveau projet de développement, au regard notamment des enjeux issus du diagnostic de territoire et de l'état initial de l'environnement et des objectifs fixés au moment de l'engagement de la procédure d'élaboration du PLUI. À ce stade, ce débat ne vaut pas arrêt du projet de PADD. Ça veut dire que vos remarques aujourd'hui, vous n'allez faire remonter que vos remarques. Vos remarques vont être consignées. Les remarques vont être ensuite adressées à la communauté de communes qui va les prendre en compte pour apporter, en les confrontant aux autres communes, pour procéder aux amendements qui s'avéreront les plus pertinents. Cependant, les propositions d'orientation générale et les débats auxquels ils donneront lieu serviront de socle pour la suite des travaux du PLUI et l'élaboration de l'ensemble des pièces réglementaires du document. Donc maintenant, je donne la parole à Loïc pour qu'il vous présente les orientations et objectifs du projet de PADD. Merci. Donc vous avez tous été destinataires d'un PDF d'informations concernant le PLU, le PADD, sur plusieurs pages. Donc je vais essayer de simplifier la lecture par ce petit diaporama. Donc le PADD qui est là, c'est un projet politique d'urbanisme à moyen terme. Donc il faut comprendre que ça, c'est les enjeux politiques que la CDC veut mettre sur le territoire. Et l'élaboration du règlement d'urbanisme intercommunal, donc le PLUI, viendra dans une deuxième partie, donc traduira les enjeux politiques concrètement dans nos vies de tous les jours. Ce sera le règlement qui permettra de mettre en place ce projet politique. Donc le projet politique, en réalité, il ne tourne pas comme ça du ciel. L'État, il y a quelque temps, a défini ce qu'on appelait des SCOT, et nous, on a le SCOT Sud-Gironde ici, donc c'est le schéma cohérence territoriale. Et c'est un document d'urbanisme et de planification intercommunale. Et je pense que ce qui est important à comprendre dans tout le discours, c'est que c'est intercommunal. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste à l'échelle de Rions, et on est sur des échelles emboîtées. Ce document général vise tout simplement à harmoniser l'urbanisation sur des grands territoires. C'est pour ça qu'on a démarré au niveau du SCOT Sud-Gironde. Donc c'est un projet qui va s'étaler jusqu'en 2030. Donc là, on fixe des objectifs pour 2030. Et encore, ces objectifs-là sont revus constamment, puisqu'il y a des évolutions de population, des évolutions économiques, etc. Donc là, ça, par exemple, ça correspond à 5 CDC, 189 communes, voilà, ça fait beaucoup de monde à gérer. Donc c'est assez dur à mettre en place sur l'ensemble du territoire d'un seul bloc. Donc les exigences de ce document d'urbanisme qui va par exemple donner le nombre d'habitations dans le futur qu'il faudrait avoir sur ce territoire. Par habitation, j'entends nouveau logement par exemple, construction, mais ça peut être aussi réhabilitation d'anciens logements. L'emploi, ça va aussi régler une partie des services, etc. Donc ça va régir tout ça. Donc ça va avoir un impact important sur notre vie de tous les jours. Donc il a été proposé aux 27 communes de notre CDC Convergence Garonne. Donc elle fait partie de ces 5-là. Et ça a eu lieu en 2018. Donc ça a été voté en 2018. On a accepté, enfin j'y étais pas, mais à l'époque en tout cas les membres qui étaient présents ont accepté de suivre cette logique-là. Et à partir de là, c'est tout simplement le PADD qui arrive maintenant. C'est-à-dire que pour traduire les objectifs du SCOT, les 27 communes de la CDC se réunissent, lisent bien les objectifs du SCOT, et puis après essayent de le traduire sur le territoire. Comment on est capable, nous, sur notre territoire, d'aller vers ces objectifs-là. Donc on a besoin de construire un projet politique qui s'appelle le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Alors ce projet politique, il a plusieurs axes finalement, qui ont été prononcés par Monsieur le maire dans son discours précédemment. Il demande une cohérence territoriale, c'est-à-dire que le but premier c'est d'avoir une cohérence territoriale. C'est pour ça que j'insiste encore, Rions tout seul ne participe pas au PADD, mais Rions avec les autres communes de la CDC construisent le PADD, puisque sur Rions on peut trouver des compétences, on peut trouver un type d'urbanisme qu'on ne trouvera pas à Cadillac ou inversement. Par exemple, des entreprises sont à Cadillac et ne sont pas chez nous. Et donc les deux, pourtant des gens qui habitent à Rions vont travailler à Cadillac. Donc il y a une complémentarité. Donc l'idée, c'est d'avoir une cohérence au niveau du territoire. Et donc comme on est en termes d'urbanisme, il va falloir penser l'aménagement de l'espace. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les habitations, les routes,
Ça rejoint un peu la mobilité finalement. C'est pas la même chose, hein, on est d'accord, c'est pas le même texte, mais tout est emboîté en réalité. Il y a l'aménagement numérique. Bon, mais je crois qu'on en a parlé un peu sur la commune il y a quelques temps, et puis c'est en train de se mettre en place progressivement, justement pour avoir une cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de zone blanche, que tout le monde ait à peu près les mêmes débits partout, etc., etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, je crois que tu pourras nous le dire, toi qui es au paradis. Donc le but c'est de développer l'habitat, puisque le projet, je vous rappelle, c'est pour 2030. Et finalement, ce que l'on sait, c'est que notre région est très attractive, de nombreuses personnes viennent habiter chez nous. Donc il faut penser au développement de l'habitat, mais tout en maintenant bien, un développement économique qui soit viable. Donc on ne peut pas faire marcher l'un sans l'autre, on ne peut pas développer l'habitat à outrance s'il n'y a pas assez de débouchés économiques, et inversement. Voilà. Donc l'idée ensuite, c'est que ce PADD sera traduit un peu plus tard dans un texte qui sera appliqué à l'échelle de la CDC. Et ce texte, c'est celui qu'on appelle le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça, c'est le moyen qui permet de mettre en place le projet politique. Donc en gros, c'est la traduction administrative et réglementaire du PADD, pour faire simple. Et ça va être un document d'urbanisme opposable comme on connaît actuellement. C'est-à-dire que vous déposerez, je prends un exemple tout bête, mais vous déposez un permis de construire, d'accord ? Eh bien, les règles seront régies par le PLUI et non plus par le PLU, comme on va voir après. Donc ça est 2021, logiquement, si tout va bien. Et ça sera réglé en 2022. Donc à partir de 2022, sur la commune qui a actuellement un PLU, eh bien, on n'aura plus de PLU, mais il sera écrasé par le PLU. Et c'est le PLUI qui fera référence sur notre territoire. Dans le but d'harmoniser, justement, à l'échelle intercommunale, eh bien, d'avoir une cohérence territoriale sur tous les enjeux qui sont précités ici. Voilà ce que je pouvais dire pour essayer d'éclairer le fonctionnement. Merci beaucoup Loïc pour ce propos très clair, comme d'habitude. Vous avez donc eu le dossier, le projet d'aménagement entre les mains, le PADD. Avez-vous des questions suite à la lecture et suite à l'intervention de Loïc ? Ah. Donc pas de remarques. Donc ce que entendu. Donc très bien. Donc c'est vraiment un moment important puisque oui. Si des remarques. Pas parce qu'a dit Loïc, je trouve que c'était très bien concis, parfait, bien expliqué. Loïc. N'en rajoute pas, Non, mais je dis les choses quand je les pense. Oui, je sais. Donc, par rapport aux documents, ils ont, je ne sais pas si vous voulez, certains longs. Tu peux nous donner la page si ça te Ouais, parle. c'est les pages un peu récapitulatives. Ouais, le numéro de la page, c'est quoi. Alors j'ai 28, 29, 26, 28, 29, 30. C'est sur mes remarques vont porter sur les niveaux. Vas-y. Ouais. Parce que bon, j'ai déjà participé à ces discussions moi précédemment. Ouais. Et moi j'œuvrais pour faire remonter la commune au niveau 2. Parce que ça a des conséquences non négligeables. Et le fait de se retrouver soit dans le niveau 3, ou niveau 4, ou le niveau 2. Donc, moi, mes remarques vont porter sur ça, puisque ça va être transmis à la communauté des communes, c'est que Rions mériterait d'être au niveau 2 pour différentes raisons, hein, elles sont multiples. Déjà, sur la rive droite, c'est la commune fait à peu près 1600 habitants, donc c'est après Cadillac, c'est la deuxième plus grosse commune qui dépasse les 1000 habitants. Bégueil est en niveau 1, bon, il y a tout un service structuré autour d'activités qui font qu'il est classé numéro 1, mais il n'y a que 1000 habitants. Et ça a des conséquences, le fait de se retrouver en niveau 2 ou niveau 3, ça a des conséquences quand même non négligeables. En particulier, ça réduit le taux de maximum de développement en termes de population. Si on est en 3, si on est en 2, on a des possibilités supérieures. Alors comme Rions a un potentiel de développement important, énorme, hein, on est bloqué depuis presque 10 ans, la population a baissé un petit peu d'ailleurs,
Donc ça va, à un moment, ça va se déclencher, hein, puisque vous avez parlé du lotissement, de choses comme ça. Il y a une forte demande et il y a des possibilités de constructibilité sur Rions qu'il n'y a pas sur Paillé, par exemple, et sans dénigrer Paillé, mais Paillé est coincé dans les vallées, les coteaux, le ruisseau, etc. Donc voilà, notre poids, puisque c'est un terme qu'a utilisé notre collègue tout à l'heure, je trouve qu'il est un peu faible en étant classé niveau 3. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces remarques, Loïc? La population a baissé de combien à Rions? Mais là, ça a baissé dans les derniers chiffres qui ont été donnés. Au dernier recensement, ça a baissé. Ça pas, en 5 ans, la population ne s'est pas accrue. Elle a baissé de quelques personnes, entre 5 et 10. Enfin, c'est faible, mais sur 5 ans, la population est vieillissante, extrêmement vieillissante. Hein. Ben oui, le taux de natalité est faible. Regardez comme il y a de naissances qui sont... voilà, donc l'école, ça a une incidence sur l'école, etc. Vous allez de l'autre côté, sur les communes de la rive droite, des communes plus petites, Arbanas, Irlande, etc., il y a un taux de jeunes beaucoup plus important que sur Rions. Donc les niveaux effectivement de classification en pôle de proximité, etc., ont été déjà actés lors des dernières discussions en 2018-2019. Donc on retrouve un état des lieux actuel qui est que Rions est en niveau 3, donc pôle de proximité, avec quelques services effectivement de l'habitation. Pour faire simple, c'est un endroit où les gens peuvent venir vivre, construire et trouver quelques services, voilà, si on fait simple. Alors que dans d'autres endroits, il va y avoir plus de développement économique, comme il l'a signifié, Cadillac ou autre. Donc la remontée en niveau 2 est compliquée, puisque maintenant c'est un peu figé, depuis 2019. Il n'empêche que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est à l'échelle du territoire que ça fonctionne, la répartition des possibilités de construction, puisque tu fais allusion aux possibilités de construction. Et tu as fait allusion à Paillé qui était un peu coincé. Effectivement, par exemple, sur le territoire, Paillé a du mal à remplir certains objectifs qui pourraient lui être imposés, puisque beaucoup de zones inondables. Il va falloir quand même redistribuer, en gros, je fais un peu schématique, mais il va falloir redistribuer ces possibilités d'urbanisation. Et donc c'est à ce moment-là, même si nous on est classé en pôle 3, qu'on peut récupérer des zones. Donc c'est là où se fait le discours, parce que c'est sur de la cohérence, enfin, où se font les discussions, pardon, parce qu'on est sur de la cohérence territoriale et on n'est pas juste dans des cases à remplir. Donc il va falloir essayer d'atteindre des objectifs. On va pouvoir aussi justifier le fait de ne pas les atteindre, mais on va aussi pouvoir justifier de modifier certaines décisions parce que c'est en zone inondable, donc Paillé ne peut pas atteindre ses objectifs et nous on pourrait récupérer. Et c'est là où il y a tout le travail des commissions d'urbanisme, des différentes communes qui se rencontrent pour comprendre quels sont actuellement les besoins de chacune des communes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quelles sont leurs envies de construction, et se mettre d'accord sur comment on peut répartir au mieux les habitations. Et donc ça fait vraiment partie du projet politique. Donc la classification niveau 2, niveau 3, niveau 4, elle est déjà d'une part structurelle, parce que les communes sont telles qu'elles sont, elles ont déjà été décidées, et en même temps, elles peuvent, même si on ne bougera pas, sauf cataclysme particulier, eh bien on peut quand même rejouer sur des échanges, on va dire comme ça, de possibilités de construction. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ce qui est, et le travail qui est mené en commission urbanisme intercommunal permet aussi de relire certaines approches un peu localistes, puisque le PLUI, alors je rappelle que notre commune est encore sur le périmètre du SCOT Bordeaux, qui basculera dans quelques années, après le PLUI sur le SCOT Sud-Gironde, mais on est intégré de fait au SCOT Sud-Gironde, mais on n'est pas intégré de droit encore. Et donc là, on s'aperçoit effectivement que les exigences de mobilité, de constructibilité, de construction sont plus faibles qu'on ne le présumait sur notre territoire et sur notre commune en particulier. Avez-vous des questions, des remarques après lecture?
Non? Bon, eh bien, je vous remercie. On a pris note. Audrey, tu as pris note. Merci. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où l'on aura pris la compétence, où l'on aura, adopté le PADD, les maires pourront utiliser le sursis à statuer sur toutes les demandes qui seront faites et qui apparaîtraient pertinentes, enfin qui apparaîtraient, pas pertinentes, mais qui apparaîtraient en contradiction possible avec le PADD. C'est-à-dire qu'un permis de construire, une DP qui pourrait s'avérer non compatible avec le PADD serait mise de côté, on va dire, le temps que l'on adopte le PLUI. Et c'est une fois que le PLUI sera adopté que le dossier pourra être instruit. Voilà. Très bien, donc je prends acte, puisque le débat a eu lieu. Vu les orientations générales du projet de PADD annexé au présent procès-verbal et à la présentation qui en a été faite, considérant le débat qui a eu lieu sur les orientations générales du PADD, le conseil municipal a débattu des orientations générales et en prend acte. Donc la tenue de ce débat est formalisée par le procès-verbal qui sera effectivement réalisé. Merci de votre attention. Nous allons ensuite, du point de vue un petit peu rapide, sur la question au niveau de la communauté de communes, des décisions qui ont été, des sujets un peu qui sont en discussion aujourd'hui. Nous sommes donc sur différents points. Donc, vous l'avez compris, l'un des gros dossiers, c'est le PLUI. Qui va reprendre de plus belle donc, à partir du mois de septembre. Il y a aujourd'hui ensuite au niveau, alors, si on prend compétence par compétence, peut-être que donc il y a la question du tourisme, puisqu'il y a un nouveau bureau. J'ai donc l'honneur d'avoir été élu donc au bureau de l'office de tourisme. Ça nous permettra de venir à la table, de construire des politiques locales, afin de mettre en place des actions locales pour valoriser notre territoire de façon le plus cohérente possible et qui prennent en compte aussi les besoins des différents acteurs touristiques et essayer de relancer cette activité devenue moribonde du fait de la crise sanitaire. Audrey, petit point. L'environnement, c'est pour la finalisation de l'étude sur l'étude du plan de gestion sur l'île Raymond. Ça continue sur le lac de la Rolée également. Et ensuite, sur la commission protection et gestion des déchets, donc il y a une acculturation à niveau sur les nouvelles réglementations qui vont arriver pour 2022 et 2023, avec d'une part les obligations de tri sélectif, on en reparlera, et aussi d'obligations de gestion des biodéchets pour 2023. Donc ça, c'est des commissions, ça va être un travail un peu à long terme pour réfléchir sur ça. Réflexion sur la semaine des zéros la semaine européenne de réduction des déchets, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Semaine de zéro déchet. Zéro déchet, voilà. Avec une volonté de la Commission d'impliquer un peu plus les communes dans cette démarche globale et pas que uniquement au sein de la communauté de communes qui porte quelques opérations et que ça fasse sens. Est-ce que tu veux dire un petit point sur le PCAET? Voilà, donc après, puisque en parallèle donc, du PADD et du PLUI, donc il y a le plan climat et énergie territoriale donc, qui est en train de se mettre en œuvre, qui va être qui est porté par le pôle territorial. Donc toujours pareil, les 5 communautés de communes donc, du Sud-Gironde et dont la nôtre, et dont moi je suis le référent de la communauté de communes avec M. Terrin et M. Laura sur ce plan climat. Donc le plan climat va être présenté, là on est en finalisation du plan d'action.
au niveau territorial. Il va être présenté au sein de la communauté de communes la semaine prochaine. Et ensuite, ça va partir dans les tuyaux administratifs pour être validé. Et on espère une validation en septembre. Donc tout ça, ce sont des axes, des pistes d'action, des pistes de réflexion. Donc ce n'est rien de figé, bien au contraire. Ce sera le début à nouveau de prochaines commissions, de prochains travail, avec des thématiques particulières pour faire évoluer. Et l'objectif, c'est 2026. Le schéma régional, c'est 2050, avec une révision tous les 6 ans, 2026, et finalement, il y aura un travail régulier avec remise des objectifs. Merci Audrey pour aussi ton implication, parce que ça nous donne aussi des éclairages pour construire le PLUI. Je peux aussi attester que Audrey est particulièrement impliquée au niveau du pôle territorial et ce qui contribue aussi à faire de notre commune une commune de plus en plus reconnue pour son implication dans les dossiers sur notre territoire. Petite ville de demain, dont on avait parlé il y a quelques mois. Donc, pour information, donc, le dispositif a été... il y a eu une candidature au mois de mars 2020, février 2020, par la communauté de communes qui a réuni, où il y avait les 4 communes, Cadillac, Podensac, Sérence et Bégueil. Là, donc la commune, le train est passé, on n'y était pas, donc on était en février-mars 2020, et 2 communes ont été lauréates, Cadillac et Podensac. Donc actuellement, on est en discussion en interne, et donc ce dispositif va consister à mettre en place, donc l'État finance à 70% à peu près de l'ingénierie de projet pendant 18 mois. Donc c'est un poste qui va être ouvert. Donc 30% sera porté par la communauté de communes pour accompagner les 2 communes plus les communes qui le souhaiteront dans une ORT, donc opération de revitalisation de territoire. Donc le Petite Ville de demain, c'est un dispositif qui aide les territoires à concevoir un projet de développement. Donc Rions bénéficiera de cette ingénierie de territoire. Donc les modalités techniques restent à être calées en interne, mais en tout cas voilà, maintenant c'est validé. Nous pourrons bénéficier de ce dispositif-là à travers la communauté de communes. Voilà ce qu'on pouvait rapporter rapidement sur des décisions, sur des dossiers qui sont aujourd'hui au niveau intercommunal. Voilà. Ensuite, je souhaitais aussi annoncer que le 19 juin, la commune de Rions, à travers l'action de Céline qui est ici, pardon, le masque est tellement haut, et Hassan qui soutient aussi. Voilà, oui. Une action en direction des jeunes, notamment. Céline, tu veux dire un petit mot ? Non ? Bon, d'accord. Donc, l'idée, c'est qu'on constate qu'il y a énormément de jeunes qui viennent, notamment le samedi, sur le City Stade et le skatepark. Et il n'y a pas de régulateur. Et donc, on se saisit de cette situation parce que, vous savez un peu les difficultés que nous avons connues et que parfois on peut connaître de bon voisinage et en tout cas en termes de vie sociale sur cet espace-là. Donc, la question de la médiation, de l'accompagnement socio-éducatif des jeunes, pour nous, elle est essentielle. Pourtant, nos moyens sont limités. Mais par contre, à notre échelle, on va faire ce qu'on peut. C'est bien peu, mais ce qu'on peut faire, on le fait. Et ça nous permettra aussi de nous positionner de façon très ferme à l'égard de la communauté de communes, puisqu'à peu près 80-85% des jeunes qui viennent sur le skatepark ne sont pas de Rions. Donc, on fait notre part. Donc, il y a donc de 10h à 17h le 19 juin, samedi 19 juin. Donc, des associations ont accepté avec ardeur de se mobiliser
donc l'Avenir Python, l'USVG, le club de football de Rions, 2 associations de danse africaine et de skate vont proposer des animations aux jeunes qui viendront. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Et en plus, la mission locale sera présente à un certain moment aussi pour valoriser la mission locale auprès des jeunes et notamment les dispositifs d'insertion sociale et professionnelle et tout l'accompagnement éducatif aussi qui peut y avoir. Donc voilà, merci Céline de ton punch. Hassan, voilà, qui était en soutien. Et j'espère que voilà, ça permettra aussi aux jeunes de voir, enfin aux jeunes ou moins jeunes aussi, hein, parce que s'il y a des moins jeunes de 40 ans ou de plus qui viennent, c'est très bien aussi, de voir que nous sommes présents et qu'ils peuvent avoir confiance aussi en nous pour répondre éventuellement, enfin pour essayer de trouver, pour poser des questions et que nous on essaie de trouver des réponses avec eux et avec les acteurs socio-éducatifs du territoire. Donc le 19 juin. Y a-t-il des questions? Moi, c'était sur le personnel. Il y a quelques mois, vous aviez fait un petit bilan sur le personnel. Aujourd'hui, savoir comment ça avait évolué. Eh bien, rien de plus que tout ce que vous savez. Merci. On s'est resté stable. Voilà. Merci à vous. S'il n'y a plus d'autres questions, y a-t-il peut-être sur le quart d'heure des personnes dans l'assistance qui voudraient poser une question? Non, pas de question. Éventuellement, si j'aimerais dire, D'accord. peut-être, sur un vieux dossier, je profite de ça pour parler pas vraiment d'une décision de justice. J'étais venu déjà dans un dernier conseil municipal concernant les multiples mensonges de M. Bernard. Ici, ouais. Dont j'ai porté plainte à 2 reprises. Xavier, Ouais, ici. vous pouvez rester ici, là. C'est mieux. C'était, oui, il y a eu plusieurs mensonges de M. Bernard. Donc un mensonge, c'est pas bien grave si ça n'a pas d'influence, à part que là, il ment en tant que maire. Et ça a une décision assez importante parce que il y a eu, j'ai été obligé de porter plainte contre la mairie, je m'en excuse. Donc c'est l'ensemble des citoyens qui vont payer cette somme. M. Bernard, combien a payé la mairie concernant vos mensonges? Écrit là. Alors, Vous pouvez me donner. C'est quel document? d'abord, C'est le rapport d'expertise. D'abord, je n'ai jamais reçois la menti. question, c'est moi qui ensuite. Il y a des dossiers d'expertise Je peux qui passer sont le gérés document. par M. Joanneau. M. Joanneau va vous répondre. Le document. Voilà. C'est le rapport d'expertise. Alors, je vais lire ce qu'il en est, donc, puisque on est donc voilà, c'est le rapport d'expertise affaire Monsieur Marquet, commune de Rions, donc suite à ordonnance du référé du 30 septembre 2019, relatif donc le dossier donc qui est relatif à la propriété du rempart à côté de l'église. Puisque M. Marquet est propriétaire derrière et la commune devant, donc à l'extérieur, à côté de la salle des fêtes. Donc si je suppose, donc page 12, donc voilà, c'est bien cela. Donc vous faisiez allusion à quel... Déjà, je faisais allusion sur le fait que ça a été jugé que la mairie devait payer 6 400 € liés à cette affaire où M. Bernard a menti à plusieurs reprises. Et ça, c'est pareil, c'est juste 6 400 € à vos multiples mensonges. Des mensonges sur l'origine de propriété. Vous avez menti sur l'origine de propriété, rien que ça. Deuxième étape, utilisation d'un faux témoignage devant la justice. Donc, encore une fois, on est à 6 400 €, je le répète, et je le répéterai jamais assez, que la mairie a payé. À plusieurs reprises, vous êtes permis de ne pas respecter la loi me concernant. J'ai porté à 2 reprises plainte pour dénonciation calomnieuse. Il n'y a pas eu de suite, apparemment. Alors, il n'y en a pas eu de suite, c'est-à-dire quoi? Expliquez-vous. Alors, est-ce que... Donc, j'ai pas été. C'est pas une suite, ça, 6 400 €? J'ai pas été. Alors, quelle est la question ou la remarque que vous voulez poser au Conseil? Non, je voulais vraiment témoigner sur le fait que, suite aux nombreux mensonges,
un juge a ordonné un expert judiciaire qui était à la charge de la mairie, et que cet expert judiciaire les conclusions sont: les remparts appartiennent à la mairie. Comme je l'ai stipulé à plusieurs reprises, ça a eu des conséquences financières énormissimes pour la municipalité. Donc c'est les Rionnais qui vont payer. Cependant, je tenais à vous informer publiquement, mais que vous serez poursuivis par moi, par la justice, pour connaître que la justice connaisse la vérité, mais aussi que de chaque citoyen soit au courant de vos mensonges, qui vont être obligés de payer cette somme-là. Parce que cette somme de 6 400 €, c'est lié à vos mensonges. Alors, vais... J'ai une réponse à donner. J'attends. Je vais lire la conclusion. Merci Xavier. Je donnerai la parole à Monsieur Bernard. Donc, suite donc il y a eu donc le référé, donc il y a eu donc une expertise, un géomètre expert qui a été mandaté par le tribunal pour identifier qui pouvait être propriétaire du rempart au droit de la parcelle de Monsieur Marquet. Donc je lis la conclusion. Après analyse des résultats exposés ci-dessus, il ressort que l'enceinte fortifiée appartient à la commune de Rions. La limite de propriété entre le fonds de M. Marquet et le fonds de la commune de Rions est proposée sur le segment 1-2, donc sur un plan qui est annexé ici même sur le document, avec une description des points. Donc c'est donc un avis qui est rendu par l'expert, par le géomètre expert. De toute évidence, ce document-là va être utile puisqu'il a vocation à servir à terme de jurisprudence pour l'ensemble de la muraille. Voilà, donc effectivement, pour être très clair, on se serait bien passé d'un conflit possiblement inutile. En revanche, il en est ce qu'il en est. Je souhaite que pour ce qui relève de la responsabilité du maire, que ce conflit, que la question de la propriété ne soit plus un lieu différent, voilà, et que je laisse donc M. Marquet et M. Bernard libres de faire les choix qui sont les leurs par rapport à la situation. En tout cas, pour moi, aujourd'hui en tant que maire, je considère l'affaire réglée. En effet, on a arrêté toute procédure concernant vos mensonges. Vous avez même menti sur l'origine d'un potentiel dégât avec l'utilisation d'un faux témoignage devant la justice. Est-ce que vous trouvez ça normal? Xavier, je vous propose... Je propose, et je donne la parole à M. Bernard. Monsieur Marquet, il n'y a jamais eu de mensonges et de faux témoignages, etc. Il y a une plainte, pour un faux témoignage, et vous l'avez utilisé devant la justice. Bon, écoutez, on ne va pas revenir sur les soucis que vous avez octroyés à la SVP. Alors par contre, ce qui est important, c'est le deuxième volet énoncé par l'expert en matière de travaux. Alors c'est très intéressant parce qu'on ne savait pas quelle était la domanialité de ces murailles, au moins c'est clair, vous l'avez bien... Si vous le saviez, vous l'avez écrit. Vous l'avez bien dit, ça va servir de jurisprudence, c'est maintenant acté. Par contre, en matière de travaux, il y a une part de responsabilité sur les dégâts qui sont occasionnés depuis des années. L'expert donc l'a bien précisé, il y a 60% qui sont à la charge, ça a été estimé 60% à la charge de M. Marquet et 40% à la charge de la commune. Alors de mémoire, puisque j'ai consulté le dossier il n'y a pas longtemps, M. Joanneau me l'a remis, je crois que de mémoire ça représente 30 000 € la part de M. Marquet, de mémoire, et je me trompe peut-être, 28 000 €. Voilà, et ça c'est un relevé de l'expertise. Justement, l'expertise, il est borné par rapport aux documents. Et dans les documents, M. Bernard... On attend votre proposition. Donc je propose que la question, Xavier, c'est ce que je souhaite, on vous a entendu, M. Bernard, on vous a entendu. Voilà, c'est très bien. Maintenant, il est clair que le rôle maintenant du maire que je suis, c'est de toujours essayer de chercher le bon compromis, d'éviter le différent, de trouver ce qui nous rassemble plus que ce qui nous sépare.
Donc aujourd'hui, voilà, c'est notre politique depuis 2020. Donc elle ne cessera et tout ce qui viendra, tout ce qui nourrira le conflit n'a pas de place ici dans l'enceinte de notre Assemblée. Donc maintenant, le différend qu'il y a entre vous, cela ne me concerne pas. Et en revanche, je reprécise ici que nous ne sommes pas, qu'un conseil municipal n'a pas à chercher des chicaneries, à chercher des poils sur les œufs, à essayer de trouver la petite bête pour harceler l'autre. Il s'agit juste, d'être bienveillant et d'être clair et d'être ferme. Voilà. J'en termine là. Xavier. Attention. Xavier. D'arrêter les poursuites judiciaires envers M. Bernard s'il décide de rembourser à la mairie les 6 400 € liés à ces mensonges. À savoir que vous avez fait détruire la gouttière qui m'appartenait par les services municipaux. Et j'ai un témoignage. Xavier, pour ce qui est des sommes liées à cette procédure inutile, de toute évidence, il est clair aussi que nous sommes là, nouveau conseil municipal, pour apaiser, y compris donc, la plupart des conflits et éviter que M. Bernard ne se retrouve dans une situation plus délicate qui ne l'a été. Je vous remercie. Je lève la séance.